pendant des années sans un symptôme apparent jusqu'au jour où il provoque un infarctus ou un accident vasculaire. On estime au Cameroun que la majorité de la population a un taux de cholestérol élevé, mais l'ignore. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais cholestérol? Un régime alimentaire suffit à rétablir les choses. Sinon, comment traite-t-on? Un expert va répondre à ces questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Avant de poser toutes les questions à notre expert, avant de recevoir notre invité, je vous invite à suivre le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, tout savoir sur le cholestérol. À quel moment parle-t-on du bon ou du mauvais cholestérol? Quels risques pour notre santé? Comment prenez-vous soin de votre cholestérol? Vous écouterez les avis et astuces de certains Camerounais rencontrés dans la métropole économique Douala. Les explications d'un médecin physiologiste sont également à suivre dans le cadre de l'invité de la semaine. La chronique du dentiste aborde dans ce numéro de Check-up la question de la prothèse fixe. Et au bas de votre magazine de la santé, la sage-femme évoque du planning familial chez une adolescente. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres. Le programme, c'est Check-up. Les fêtes des fins d'année, c'était il y a quelques jours. De nombreuses personnes sont ressorties de là avec plusieurs bobos. Quelques-uns ont vu leur taux de cholestérol augmenter. Le cholestérol qui est cette graisse naturelle là, qui est indispensable à l'organisme, permet de constituer bien sûr la paroi des cellules et permet également de fabriquer de nombreuses hormones, mais en excès et de mauvaise qualité, s'ensuit alors des conséquences. Docteur Serge Bon est sur ce plateau, c'est notre invité. Docteur, bonsoir. Bonsoir Mireille Flore et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Check-up. Vous êtes médecin, physiologiste, c'est même qui est un physiologiste? En réalité, le physiologiste, c'est celui qui explique le fonctionnement des organes, celui qui met en relation l'organe et puis la pathologie qui survient. Alors, nous parlons de cholestérol ce soir. Qu'est-ce qui favorise la survenue du cholestérol? Déjà, avant de rentrer au niveau du cholestérol, pour que nous soyons terre à terre et que tous les fidèles téléspectateurs nous comprennent, je prends un plat comme le riz sauce d'arachide que nous avons l'habitude de consommer. Lorsque je mange ce plat, il doit être digéré. Et lorsqu'il est digéré, il y a des nutriments qui sont produits. Le riz, ce sont des glucides. La sauce d'arachide, il y a des protéines et il y a des graisses. Maintenant, lorsqu'on parle de cholestérol, tel que vous l'avez défini, le cholestérol, en réalité, c'est une graisse qui est présente normalement dans l'organisme, qui a une origine endogène, c'est-à-dire 3/4 du cholestérol est produit par l'organisme humain. Et 1/4 du cholestérol a une origine exogène, c'est-à-dire est produit de l'alimentation ou alors dérive de notre alimentation. Les plats gras que nous consommons à longueur de journée, c'est ça qui consiste à élever le taux de cholestérol dans l'organisme, qui est appelé en sémiologie médicale la cholestérolémie. D'accord, donc c'est ce que nous mangeons qui provoque en partie le cholestérol. Et l'autre partie? L'autre partie, c'est l'origine endogène. C'est l'organisme lui-même qui le synthétise. Parce que tout à l'heure, quand on va parler des types de cholestérol, on va parler du cholestérol, du bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL. On a également le mauvais cholestérol, qui est le cholestérol LDL. Mais non, la différence réside simplement au niveau de la production et au niveau des conséquences sur l'organisme. Le bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL, il est produit par l'organisme, il est produit par le foie et il se dirige vers les cellules. Mais par contre, le mauvais cholestérol, qui est le cholestérol LDL, lui, il va des cellules plutôt vers le foie.
Ce qui est Ou très alors, dangereux. et ce qui est très dangereux, parce que généralement, lorsque le bon cholestérol, lui, revient au niveau du foie, c'est pour être métabolisé, pour être éliminé sous forme de bile. Mais par conséquent, le mauvais cholestérol, lui, il va aller du foie et il vient se stocker dans les cellules, plus précisément au niveau des parois de nos artères ou de nos vaisseaux sanguins de manière générale. Alors, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de ce programme, de nombreux Camerounais ont un taux de cholestérol élevé, mais l'ignorent. Alors, à partir de quel moment on devait faire une prise de sang pour évaluer son taux de cholestérol, savoir s'il est élevé, si il nous expose à certaines maladies, si c'est dangereux pour notre santé? En réalité, à tout moment, parce qu'il n'y a pas d'âge, ça nous amène directement à empiéter ou alors à parler des origines du cholestérol. Ce cholestérol-là, il provient d'où? Il y a le cholestérol qui a une origine exogène, l'alimentation. Vous l'avez dit déjà, voilà. Il y a aussi un certain nombre de médicaments que nous prenons au quotidien. Les anti-inflammatoires stéroïdiens à long terme peuvent aussi entraîner une cholestérolémie élevée. Il y a surtout des prédispositions génétiques. Il y a des gens qui sont dans des tableaux d'obésité, non pas parce qu'ils mangent beaucoup, mais simplement parce qu'ils ont des prédispositions génétiques. À l'intérieur de l'organisme, il y a un certain nombre de bactéries, les firmicutes ou les bactérioracées, qui augmentent le métabolisme des graisses. Ça veut dire que je peux manger une petite quantité de graisse, mais ces micro-organismes-là qui sont en moi peuvent augmenter le métabolisme. Et je me retrouve avec une cholestérolémie hyper élevée. Donc la cholestérolémie n'a pas qu'une origine, ou alors n'est pas seulement liée à notre alimentation. Il y a des médicaments, il y a aussi des contraceptifs. Il y a des femmes qui font recours à des méthodes contraceptives. Ces contraceptifs-là aussi, à long terme, augmentent la cholestérolémie. Donc voilà. Est-ce que certaines maladies favoriseraient la production du cholestérol? Effectivement, si on a des défaillances hépatiques, si on a des dysfonctionnements du foie, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le foie qui produit cela, c'est le foie aussi qui dégrade cela. Maintenant, si on a un foie qui est défaillant, conséquence immédiate, on aura un dérèglement hormonal qui pourra avoir pour conséquence cette hypercholestérolémie. Il est aussi important à préciser que le cholestérol est la base d'un certain nombre d'hormones. Beaucoup d'hormones, surtout les hormones féminines, sont synthétisées à partir du cholestérol. Vous voyez donc que chaque mois, lorsque ces hormones sont produites à des pics croissants pour entretenir vos cycles féminins, que ce soit le cycle ovulatoire, que ce soit le cycle ovarien, il y a ces quantités excessives qui sont produites et une femme peut donc se retrouver naturellement dans un tableau d'hypercholestérolémie. On doit le contrôler en réalité à tout âge parce que les conséquences sont néfastes. Alors, qu'est-ce qui rend le cholestérol mauvais? Parce qu'on a dit on a le bon cholestérol et on a le mauvais cholestérol. Ce qui rend mauvais, en fait, le mauvais cholestérol, il a plus une origine exogène, tel qu'on l'a dit. Il provient des acides gras saturés. Quand on dit acides gras saturés, ce sont des huiles. Même nos mères qui ne sont pas allées si loin à l'école, elles savent que lorsqu'elles vont au marché, l'huile qui dort, comme on le dit, c'est l'huile de mauvaise qualité parce que cette huile est riche en acides gras saturés. Et cet acide gras saturé à 95%. Bon, un peu comme les margarines et les beurres, ce sont les éléments à éviter. Ce sont les éléments qui contiennent beaucoup de cholestérol. Oui, en réalité. En réalité, raison pour laquelle avant de consommer du beurre de table, il faut prendre la peine de lire la composition de ce beurre. Il faut prendre la peine de lire la teneur en gras, en graisse, ou encore la teneur en cholestérol pour pouvoir choisir le beurre qui sera adéquat en fonction de notre profil lipidique. Docteur Serge Ibon, je vous invite à aller suivre ce reportage réalisé par nos reporters Isabelle Ngaoum et Armand Pagna. Ils ont posé la question à quelques personnes dans la rue, c'est de savoir, connaissez-vous votre taux de cholestérol? Si oui, sinon, que faites-vous pour vous mettre à l'abri? On regarde. Il n'est pas
pas forcément mauvais pour la santé, le cholestérol. Si on a tous déjà entendu parler de la présence de ce lipide dans notre corps, nombreux sont ceux qui pensent que le cholestérol, c'est surtout ce corps gras fabriqué après une mauvaise alimentation et mauvais pour notre santé. Dans les rues de Douala, quelques-uns n'hésitent pas à partager avec nous leurs astuces afin de se mettre à l'abri des maladies dues au mauvais cholestérol. Je prends soin de mon cholestérol quand je mange, je chauffe de l'eau, je bois, je prends des fruits pour éviter l'excès de cholestérol dans mon organisme. Je suis bien mon régime. Je mange pas le matin, je bois un verre d'eau le matin, je fais mon goûter à 14h et à 21h, je mange mon repas. Non, c'est ça que vous voyez mon corps comme vous voyez là. Cholestérol, prendre soin de mon cholestérol, je mange beaucoup d'aliments comme les fruits et les légumes. Donc ça m'aide beaucoup. Je bois beaucoup d'eau chaude et je suis un pratiquant, je fais beaucoup de sport. Donc ce qui me permet d'être au taquet. Et j'évite les repas qui ont beaucoup d'huile. Je crois que c'est ça qui me permet de bien prendre soin de mon cholestérol. Coquille, malaxé, héros, ndolé, mbongo. À côté de ces repas que nous consommons au quotidien, il y a de l'alcool. Les excès peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et plus précisément sur le cholestérol. Bon et mauvais cholestérol, comment faire la différence? Les professionnels de la santé recommandent de réaliser un bilan sanguin complet, en particulier chez les personnes les plus à risque. Il s'agit notamment des hommes âgés de plus de 40 ans et des femmes âgées de plus de 50 ans. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage. Le docteur Serge est bon, beaucoup de personnes ignorent ce que c'est que le cholestérol et c'est un peu dommage. Peut-être c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes là ce soir pour mieux les édifier. Bon, c'est tout à fait logique, hein, puisque cholestérol, c'est un terme médical, purement médical, et si on n'est pas de la santé, on pourra avoir des informations soit erronées. C'est tout à fait logique. Généralement, pour leur faciliter la compréhension, on parle simplement des huiles, des graisses, pour que le citoyen lambda se retrouve un peu. Alors, après une analyse sanguine, on se rend compte que si l'analyse n'est pas bonne, donc le taux de cholestérol est élevé. Faut-il immédiatement prendre un médicament pour baisser ce taux-là? Non, pas forcément, mais il y a un équivoque qu'il faut que nous levons. Il y a beaucoup de gens qui se disent que les personnes sveltes ou les personnes aux silhouettes raffinées sont généralement épargnées de cette cholestérolémie élevée. Or que non, parce que la plupart du temps, on assimile la cholestérolémie à l'obésité. Ça veut dire que pour celui qui a une silhouette suffisamment large, il se dit qu'il doit avoir des mauvaises graisses. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens aussi sveltes que moi qui par contre ont un mauvais cholestérol qui domine sur le bon. Raison pour laquelle nous conseillons constamment de faire ce contrôle, contrôler son profil lipidique de manière à avoir son taux de bon cholestérol, de mauvais cholestérol et des triglycérides. Maintenant, si cette cholestérolémie est élevée, il faut que dans un premier temps, on commence à rechercher la cause ou l'origine. Parce qu'on l'a dit, je l'ai dit à l'origine médicamenteuse. Ça veut dire que si le patient est sur un traitement médicamenteux, il faut qu'on identifie le médicament qu'il prend. Est-ce que c'est ce médicament qui est à l'origine de son hypercholestérolémie? Maintenant, s'il n'est pas sous traitement, on va rechercher dans les antécédents. Est-ce que dans la famille, il y a des gens qui sont dans des tableaux d'obésité, par exemple, pour écarter l'hypothèse des prédispositions. Aussi, interroger suffisamment le patient sur ses apports nutritifs, qu'est-ce qu'il consomme au quotidien. Mais lorsque la cholestérolémie est élevée d'entrée de jeu, on recherche la cause. En attendant avoir la cause réelle, on met le patient généralement sous régime de manière à limiter l'élévation de cette cholestérolémie-là. Il ne faut pas qu'on se trompe, il n'y a pas un médicament miracle qui va directement faire chuter la cholestérolémie, non. On va de manière très graduelle, on peut commencer par un régime,
en recherchant la cause. Dès que la cause est identifiée, on peut éradiquer le mal. D'accord. Alors, on le dit souvent, hein, les œufs sont pas bons, les œufs augmentent le taux de cholestérol. Qu'en est-il exactement? Bon, en réalité, c'est pas trop vrai, mais ça dépend de la manière selon laquelle nous consommons ces œufs. Vous allez voir que lorsque nous faisons généralement nos omelettes, soit c'est avec trop d'huile. Maintenant, quelle qualité d'huile? Et à cette huile-là, lorsque l'omelette sera toute sur la table, on va ajouter de la mayonnaise, parfois des mayonnaises aussi qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, ce n'est pas l'œuf en lui-même qui peut être à l'origine d'une hypercholestérolémie, mais c'est la façon de consommer cet œuf qui peut contribuer à cela. Voilà, nous nous acheminons déjà vers la fin, docteur Ebon. À quoi s'expose-t-on? Voilà, nous nous acheminons déjà vers la fin, docteur Serge Ebon. À quoi s'expose-t-on si on a un taux de cholestérol élevé et qu'on ne prend pas en charge ce cholestérol-là? Premier risque ou première conséquence survenue des maladies cardiovasculaires. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, il y a l'hypertension artérielle qui est le premier chef de file. On a ensuite les athéroscléroses, ces graisses qui se déposent dans les parois des artères, ralentissent la circulation sanguine, le cerveau qui se trouve privé d'oxygène. On peut faire un tableau d'accident vasculaire cérébral, soit hémorragique, soit ischémique, dont les premières conséquences sont purement cardiovasculaires. On a aussi des complications rénales. On peut développer une insuffisance rénale. On peut avoir ces dépôts de graisse, ces athéromes qui se déposent au niveau du cœur, qui peuvent aussi induire en nous une insuffisance cardiaque, sans oublier les autres dérèglements hormonaux qui peuvent survenir. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Un dernier conseil? Hippocrate disait, fais de ton aliment ton premier médicament. Conséquence immédiate, nous devons consommer tous ces nutriments, mais il faudrait que nous ayons une alimentation équilibrée. Au lieu de privilégier les aliments riches en graisse, nous pouvons plutôt privilégier les fruits et les légumes, les protéines végétales également, et avoir cette habitude de contrôler notre cholestérolémie. Alors, ça se contrôle où? Ça se contrôle dans toutes les formations sanitaires. On va dans un laboratoire, on veut essayer de contrôler son profil lipidique. Là-dedans, on va voir le bon cholestérol, le mauvais et les triglycérides. Et en ce moment, si on a diagnostiqué très tôt, ça permettra d'équilibrer et ça nous permettra d'équilibrer à travers l'alimentation. Tout à fait. La pratique des activités physiques aussi. Parce que le fait de réaliser les activités physiques et sportives, ça nous permet de dégrader ce cholestérol-là et ça permet à l'organisme de le réguler facilement. L'hydratation aussi, boire beaucoup d'eau, moins de bière. Et moi, je vais conseiller les 6S, sans sel, sans sucre, sans sédentarité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève la première partie de votre magazine de la santé. Docteur, merci d'être venu sur le plateau de Check-up. Merci également pour l'invitation. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus, nous rentrons de plein pied dans la deuxième partie de votre magazine de la santé Check-up consacré aux chroniques. Débutons avec celle de la sage-femme qui ce soir parle de planning familial chez l'adolescente. Je veux sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui et surtout les adolescents parce que le taux de mortalité, de morbimortalité maternelle lié aux avortements est de 13%. Et la tranche d'âge la plus touchée, ce sont des jeunes de 15 à 25 ans. Et l'un des piliers pour réduire cette morbimortalité maternelle est la planification familiale. La planification familiale, c'est pour les femmes en âge de procréer. Et l'âge de procréer au Cameroun, c'est de 15 à 49 ans. Donc, même les adolescents peuvent utiliser une méthode contraceptive. Nous avons donc des implants
Ce sont des petits bâtonnets qui sont introduits au niveau du bras. Ils sont soit 2 ou 3, ça dépend. Leur durée varie aussi entre 3 et 5 ans. Nous avons également des méthodes injectables qui consistent donc à faire une injection parfois toutes les 12 semaines ou tous les 3 mois. Par exemple, le dispositif intra-utérin, c'est communément appelé dans l'ancien temps le stérilet. Il dure 10 à 12 ans. Nous avons également des dispositifs intra-utérins pour les jeunes adolescents parce qu'on pense que quand on est adolescent, il n'y a pas de méthode. Non, non, non. Il y a des méthodes contraceptives pour les adolescents. Et quand on parle de méthode réversible, ça veut dire que la femme à tout moment peut revenir à l'hôpital et lorsqu'on arrête ou on retire l'implant, le retour à la fécondité est immédiat. Voilà, nous espérons que vous êtes mieux édifiés, notamment nos adolescentes. Faire le planning familial n'est pas mauvais en soi, mais c'est plutôt une manière de vous prémunir non seulement des grossesses non désirées, mais également des IST et autres MST. Donnons à présent la parole à notre chirurgien dentiste, le docteur Joël Manfo, qui ce soir parle de la prothèse dentaire fixe. Il y a de nombreux Camerounais, de nombreuses personnes qui ont perdu des dents. C'est possible de pouvoir, avec l'aide des prothèses fixes, avoir un beau sourire. Alors, qu'est-ce qu'une prothèse dentaire? Une prothèse dentaire est tout simplement un dispositif artificiel qui va permettre de remplacer totalement ou partiellement une ou plusieurs dents, ceci afin de retrouver l'aspect esthétique et fonctionnel. Nous avons essentiellement deux grands types de prothèses. Nous avons les prothèses qui sont dites fixes, qui contrairement à leur homologue amovible, vont être fixées, scellées par un chirurgien dentiste et ne peuvent être retirées que par celui-ci en cas de réintervention. Ça signifie tout simplement que le patient ne peut pas retirer et remettre la prothèse quand il le souhaite. Alors, concernant les types de prothèses fixes, puisque c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons d'abord les plus connus qui sont les couronnes, qui sont des dispositifs prothétiques unitaires, c'est-à-dire des dispositifs prothétiques qui vont permettre de remplacer une dent qui a été délabrée ou bien qui a été fragilisée par un traitement, par exemple en cas de dévitalisation. Nous avons également des bridges dentaires qui sont des dispositifs prothétiques qui vont permettre de remplacer un ensemble de dents en prenant appui sur les dents qui sont de part et d'autre de la brèche causée par la perte de ces dents. Nous pouvons également citer ce qu'on appelle les inlays et les onlays qui sont des prothèses qui ressemblent à des couronnes qui sont en fait des dispositifs prothétiques qui vont permettre de remplacer en partie une dent. Nous pouvons également citer cette fois-ci sur un plan beaucoup plus esthétique ce qu'on appelle les facettes dentaires qui sont en fait de fines lamelles en porcelaine ou en composite qui vont être fixées à la surface des dents, généralement les dents antérieures, pour retrouver l'esthétique du sourire. Et pour terminer, nous avons les implants dentaires qui sont des sortes de vis que nous allons visser à l'intérieur de la mâchoire et qui vont servir de support pour la future prothèse implantaire. Compris, il existe plusieurs dispositifs prothétiques fixes qui vont convenir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Il est important ici de remarquer que ces prothèses, n'est-ce pas, un certain nombre d'avantages, mais également des inconvénients. Comme avantage, nous pouvons citer le fait que ce sont des prothèses qui sont très durables, généralement lorsqu'elles sont très bien entretenues. Ce sont également des prothèses qui n'ont pas besoin d'un entretien particulier puisqu'elles sont fixées à l'intérieur de la bouche. Vous n'avez qu'à bien traiter vos dents, c'est-à-dire bien nettoyer vos dents et tout sera joué. Et aussi, ce sont des prothèses qui sont peu encombrantes. Et comme inconvénient, l'inconvénient principal, c'est généralement le coût. Ce sont des prothèses qui sont relativement plus coûteuses. Voilà.
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été